Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de cartes graphiques, de téléphones, de kits d'oreillettes, de Tom Cruise, de tracteurs autonomes et d'armes, tout simplement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va commencer par les armes. Vous allez voir, avec plein de news technologiques autour des armes, pas forcément les news les plus réjouissantes. On commence à regarder avec ces trois hommes qui ont l'air extrêmement heureux. Ce sont des gens qui font du biathlon. Vous savez, un petit mélange de ski de fond et de tir à la carabine. Une entreprise française en Isère se félicite d'équiper, grâce à l'impression 3D, de plus en plus d'athlètes pour créer des pièces sur mesure, notamment selon leurs possibilités, leurs préférences, leur morphologie, et même un athlète français qui a été victime d'une fracture et qui a dû réajuster complètement sa méthode de tir. Et on voit ici à quel point l'impression 3D est en train de révolutionner encore une fois la customisation des objets, et ce coup-ci, littéralement dans des armes sportives. Ça reste pour l'instant dans des armes sportives. Que se passera-t-il lorsque l'impression 3D va commencer à rentrer dans des armes moins faites pour le sport, mais plus pour tuer ou se défendre? Je vous rappelle qu'il y a maintenant bientôt 9 ans, un Américain avait inventé la première dans l'histoire, le premier pistolet que l'on pouvait imprimer soi-même et qui du coup pouvait passer toute forme d'interdiction, de régulation pour l'instant, ou de contrôle. C'était une arme qui ressemblait pas à grand chose, vous allez le voir, mais qui permettait de tirer une balle. Cody Wilson, qui aujourd'hui est encore extrêmement actif sur cette scène, vous allez voir, avait créé le Liberator, cette première arme en impression 3D. Le problème, c'est que ces armes qu'on appelle désormais des Ghost Weapons commencent à se généraliser. Pourquoi ? Puisque désormais on peut acheter des carcasses d'armes imprimées en 3D à 80% et pas à 100%, puisqu'il manque des pièces détachées, pour que ces dernières passent sous toute forme de régulation et qu'on puisse ensuite acheter les autres pièces détachées manquantes séparément. Le tout devient donc légal, impossible à contrôler, et on se retrouve avec une arme en métal 100% fonctionnelle et qui ne passe même pas par une forme de régulation aux États-Unis, là où il y a déjà beaucoup d'armes. Et on parle aussi d'un futur pour les pro-armes brillant, puisque ces derniers bientôt pourront se payer eux-mêmes des imprimantes 3D qui travaillent directement sur de l'aluminium et du métal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on travaille sur du plastique et des substrats beaucoup plus simples, mais c'est quelque chose qui va se généraliser, avec un article assez alarmant de la part de Forbes, une vidéo ici du New York Times sur les gens qui font leurs armes eux-mêmes, tout simplement, et qui décident d'imprimer leurs armes très simplement. Et je pense qu'on est devant ici une possibilité d'avoir une sorte d'impasse, encore une fois, avec le grand jeu du chat et la souris entre la technologie, l'innovation technologique et la régulation, mais ici évidemment dans un cadre extrêmement critique, puisque je vous rappelle que les États-Unis sont déjà un pays qui croule sous les armes à feu, mais bientôt n'importe qui, n'importe où dans le monde pourrait ou commander ce qu'on appelle ces fameuses Ghost Weapons en kit, ou alors littéralement imprimer de A à Z des armes chez soi, tranquillement, si on est équipé de la bonne imprimante. À voir s'il y aura un moyen, encore une fois, de réguler ou de surveiller l'impression de telles pièces, mais j'ai du mal à imaginer comment on pourrait essayer de répertorier, inventer ou traquer ce genre de pratique. C'est compliqué et c'est un débat dans lequel les États-Unis sont en ce moment. Autre débat beaucoup plus léger, mais quand même un vrai débat. On ne va pas parler d'armes ici imprimées en 3D, mais d'armes virtuelles et d'armes réelles, avec, vous allez voir, un cas assez fou, puisqu'il y a un développeur qui est spécialisé dans la modélisation d'armes dans les jeux vidéo. Oui, encore une fois, voilà, il n'y a pas de petit métier à côté des armes. Et après, donc, des triathlètes, on parle aussi des gamers. Wardbee crée des armes extrêmement réalistes, c'est-à-dire qu'il crée des armes graphiquement réalistes, mais même dans leur fonctionnement, ce sont des armes réalistes, et en fait, ils servent de fournisseurs pour des studios de jeux vidéo. Voilà. Le truc, c'est que avec leur petite réputation, ils ont été en négociation avec la célèbre marque Kalachnikov, qui produit la K-47, aujourd'hui peut-être l'arme de guerre la plus répandue dans le monde, pour que un de leurs fusils à pompe soit une collaboration avec Kalachnikov, et que Kalachnikov s'inspire de l'un de leurs designs. Problème, c'est que les négociations ont tourné court et qu'elles n'ont plus donné lieu à d'autres avancées. Le problème, c'est que Kalachnikov a sorti son nouveau fusil à pompe, et que ce fusil à pompe, il ressemble complètement au modèle qui avait été créé et modélisé par Wardbee. Du coup, Wardbee voudrait attaquer en procès Kalachnikov pour cette arme, donc le mastodon. On parle quand même d'un fusil à pompe réel qui a été copié sur un fusil à pompe de jeu vidéo. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais l'histoire est assez cocasse. On termine avec la dernière des armes et peut-être la plus triste du jour. Ouais, on peut aller encore plus triste dans les armes et dans l'innovation technologique. C'est ici un dauphin.
Oui, tout simplement. Eh bien, le Hamas annonce qu'ils auraient attrapé un dauphin armé pour tuer des plongeurs du Hamas, littéralement, entraînés par les services secrets israéliens. Alors, c'est pas la première fois que les dauphins sont utilisés ou soupçonnés d'être utilisés à des fins militaires, mais souvent plutôt à des fins d'espionnage, pour se balader sous l'eau de manière indétectée avec des radars et des sonars sur eux. Mais ici, eh bien, on a une accusation qui n'est pas la première sur les services secrets israéliens qui entraîneraient des dauphins pour attaquer des plongeurs ennemis, notamment ici des plongeurs du Hamas. C'est le Hamas qui porte l'accusation. Alors, une accusation qui n'est pas 100% vérifiée aujourd'hui, mais qui vient dans un flot d'accusations là-dessus. Et encore une fois, on parle d'innovation technologique, mais aussi à des fins pas forcément joyeuses. Désolé pour ce dauphin s'il a eu la carrière qu'il n'avait pas demandé. Voilà, c'était le point arme. Si vous n'étiez pas avec nous en live tous les matins, ça fait des semaines qu'on essaie de parler de ces innovations live. C'est aussi ça la tech. C'est pas forcément le volet le plus réjouissant, mais c'est un volet de la tech, il faut aussi en parler. On va passer à un truc qui n'a rien à voir ce coup-ci. Ouvrez vos oreilles et regardez cet homme, Mike Martin, très content. Il bosse pour Casio États-Unis et il présente leur premier synthétiseur qui chante. Tout simplement, un peu comme un assistant vocal, vous pouvez rentrer à l'intérieur de ce synthétiseur des phrases via une application dédiée et ce dernier, avec sa synthèse vocale, va prononcer ses paroles, mais le tout avec des notes que vous lui aurez données. Donc il pourra suivre une certaine clé, un certain ton, une certaine mélodie littéralement et chanter pour vous avec une voix délicieusement synthétique ou très vocodée, c'est-à-dire à peu près 80% des chanteurs, des chanteuses pop actuelles. Mais ici, vous pourrez le faire vous-même et je pense qu'il a de quoi bien rigoler. Peut-être qu'on trouvera aussi, pour ce CT S1000V, des usages beaucoup plus artistiques. Moi, pour l'instant, je vois juste Mister MV faire l'andouille avec. On a hâte de le recevoir un jour pour le tester, même si, évidemment, pour l'instant, sur le numérique, on ne fait pas de test d'instruments électroniques. Continuons avec un autre instrument high-tech, mais ce coup-ci, ce n'est pas un synthétiseur qui chante. C'est un vélo qui a tendance à avoir beaucoup de bad buzz. On parle évidemment des fameux vélos de la marque Premium Peloton. Peloton, je vous rappelle, vous vend des vélos d'appartement, très bien, avec un écran OK, et dessus, leur cours sur abonnement. Ça coûte très très cher, parce que les vélos Peloton peuvent monter jusqu'à plus de $2000 pièce. C'était pendant longtemps une sorte de statut social d'en avoir un chez soi, et ils étaient devenus très célèbres, et surtout, ils avaient cassé tous les records depuis mars 2020, avec évidemment des gens qui étaient bloqués chez eux, et qui se sont mis à faire du sport comme des dératés dans leur salon. Le problème pour Peloton, c'est que les choses ne vont pas si bien que ça. Déjà, il y a eu deux bad buzz, c'est que on a eu ce premier épisode du retour de Sex and the City où un des personnages clés, spoiler, décède d'une crise cardiaque sur son vélo Peloton. On a une nouvelle série il y a 2 jours où un personnage en rigole et sur son vélo Peloton en disant je ne vais pas mourir d'une crise cardiaque, mais surtout on a appris que Peloton aurait freiné voire stoppé la production de ces vélos dû à une trop grosse fabrication par rapport à la demande qui elle a bien baissé. Le problème c'est que entre temps tout le monde a pris l'argent, surtout les dirigeants et les actionnaires, et se retrouve avec une boîte qui est en train de suffoquer, qui est en train aussi de stocker par milliers des vélos dans des entrepôts et qui a décidé du coup d'augmenter le prix de ces vélos puisque évidemment lorsque vous ne vendez pas, le meilleur truc à faire c'est d'augmenter ses prix, plus de $250 sur les vélos Peloton, histoire de peut-être cacher cette crise et de faire croire qu'il y a justement une crise de disponibilité. Mais on aurait des licenciements en masse là-dessus. Bref, tout le monde se remet à faire du sport dehors. Et pour cette marque longtemps admirée par les entrepreneurs, mais détestée par beaucoup de communautés de sportifs à la maison, c'est peut-être la fin du run. Passons maintenant à un autre type d'appareil technologique qui, lui, connaît bien la crise, mais peut-être un peu moins. Justement, ce sont les cartes graphiques avec la fameuse pénurie des chipsets. Est-ce qu'on va enfin voir le bout du tunnel ? Maintenant, plus de 2 ans après le début de cette pénurie et de ces cartes graphiques, des Radeon et des GeForce qui ont explosé de prix. C'est ce que les sites américains Tom's Hardware, le site allemand 3D Center, ont pu voir sur les prix notamment de revente aux États-Unis sur eBay. Pour la première fois en moyenne, le prix des GeForce, notamment 3080, aurait baissé. Alors attention, une GeForce 3080 en moyenne sur eBay coûte $1773. Elle aurait baissé à moins de $1600. Incroyable pour une carte qui était censée être vendue $699 hors taxe. Mais c'est la première fois que cela baisse.
Selon Tom's Hardware, cela pourrait être dû au crack actuel boursier, au crack financier, donc au crack de la crypto, qui aurait découragé des mineurs d'acheter toujours plus de cartes graphiques. On aurait même vu des mineurs commencer à vendre en lot des cartes graphiques qu'ils avaient pris un peu en otage ces dernières années. Donc on espère peut-être que les prix vont redevenir normaux, parce que je vous rappelle que les prix ont baissé, ça ne veut pas dire que les prix sont redevenus normaux. On est très très loin des prix annoncés par Nvidia avec notamment ces Founder Editions. Bonne nouvelle aussi, pour 3D Center en Allemagne, ces baisses de prix ne seraient pas qu'à la revente sur le marché gris, mais également à la revente chez les grossistes. Donc on aurait peut-être une légère baisse de prix, et voilà, peut-être que si vous avez loupé ces cartes et que vous souffrez, dans quelques semaines, allez, peut-être quelques mois, vous aurez enfin des cartes au prix normal. Ça n'empêchera pas Nvidia d'augmenter, lui, le prix de ses cartes de manière officielle. Donc le prix de la revente baisse, et le prix de la vente officielle, lui augmente. Pourquoi ? Hausse du prix des composants, évidemment, le dollar en hausse par rapport à l'euro, toujours une pénurie de composants qui est là. Et du coup, ce sont les GeForce RTX 30 qui vont augmenter et qui, vous voyez, prennent entre 20 et 100 euros, tout simplement. Voilà. Félicitations à vous si vous avez acheté des cartes graphiques GeForce. C'est comme le prix du mètre carré à Paris, ça ne fait que prendre de la valeur. C'est absolument incroyable, on vit dans un monde magnifique. Passons maintenant au smartphone pour terminer sur l'électronique qu'on peut avoir presque sur nous, avec une étude très intéressante de l'ANFR, l'Association nationale des fréquences radio, rapportée ici par Romain Chaland avec la très belle oreille de Kevin Yo, notre collègue, et qui explique que sur environ 620 tests sur 6 kits main libre sans fil ou filaire, globalement, les émissions d'ondes sont divisées par 10 par rapport à un téléphone que vous plaqueriez contre votre oreille pour téléphoner. Donc, en attendant de savoir si ces fameuses ondes émises par vos smartphones sont mauvaises pour la santé, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des enquêtes et des études un peu dans les deux sens, on conseille évidemment d'utiliser au maximum des kits main libre, qu'ils soient sans fil ou filaire, puisque vraiment dans tous les tests, la baisse est vraiment assez drastique selon l'ANFR. Voilà, restera la dernière école des gens qui ne téléphonent pas comme ça, mais qui évidemment téléphonent comme ça. Je ne sais pas à quel niveau ils sont irradiés eux. Voilà. Passons maintenant au transport et on va aller faire un petit tour du côté de chez Tesla. Je vous rappelle que le Cybertruck est toujours repoussé peut-être pour 2023, mais voici la visite et les vues d'un dernier modèle en date par un membre d'un forum Tesla. Et intéressant, vous voyez déjà, première chose, il n'y a littéralement plus de poignée de porte. Voilà, donc est-ce qu'on aura une ouverture de porte au pied de biche ou avec un smartphone sans fil ? On ne sait pas, mais on vous rappelle que lors de la présentation, la voiture avait des poignées de porte. Voilà. Est-ce qu'il lui manque là-dessus ? On est encore sur un modèle non définitif. C'est à voir. Et puis l'autre point évidemment qu'on voudrait, c'est bien sûr le fameux essuie-glace et qui pour l'instant est toujours aussi gros. Regardez-moi le bébé là qui se présente sur le pare-brise, c'est absolument gigantesque. Et donc ce fameux pare-brise qui, en fait, on va pas se mentir, c'est une épée à deux mains, qui fait 1,40 m de haut, il est toujours présent sur ce modèle et c'est pas très jojo par rapport aux lignes. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo très officieuse, mais d'un modèle très officiel. Passons maintenant à deux véhicules qui ne sont pas habitués à être autonomes, mais qui le sont de plus en plus, vous allez voir, avec notamment une start-up qui s'appelle Parallèse System et qui a décidé de rendre autonomes les wagons de train. Alors ça paraît rigolo comme ça, mais l'idée est pas bête. C'est un ancien justement de chez Tesla qui est derrière ce projet, puisque aux États-Unis, les convois de train sont complètement délirants. Pour des histoires d'économie d'échelle et d'économie de marché, on rajoute toujours plus de wagons derrière des locomotives qui carburent au diesel et certains trains peuvent atteindre 5 km de long et 400 wagons. Vous imaginez qu'évidemment, pour charger et décharger ce genre de train et les garer, c'est absolument un enfer. Pourquoi ne pas les rendre autonomes, surtout sur un système où il n'y a pas grand chose à gérer à part des rails, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de choses, et ça serait plutôt simple. Donc ici, on penserait à des wagons autonomes qui pourraient se déplacer seuls, qui pourraient se déplacer en groupe, qui seraient autopropulsés par des rails, et ce serait un système intéressant qui permettrait de moderniser le train et de surtout concurrencer les semi-remorques qui, eux, je vous rappelle, sont en train de passer à la vitesse grand V, sans mauvais jeu de mots, aux véhicules autonomes, et le train qui pourrait perdre un de ses avantages, notamment de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 par rapport aux camions autonomes et sans intervention humaine, pourrait se moderniser, et ce serait du coup peut-être avec Parallèle System qui présente ce projet ambitieux. Alors évidemment, il est loin d'être accepté par les autorités américaines, mais j'imagine que toutes les sociétés de chemin de fer, les lobbies de chemin de fer qui
sont en train de jouer de leur survie pourraient voir d'un bon œil ce système de wagon autonome. Bonne chance à Parallels. Les wagons c'est bien, mais si on parlait des choses qui nous intéressent vraiment dans la vie, c'est-à-dire les caravanes. Vive la vie de gitan du futur. Regardez ici un petit concept, le Thor E-Mobility. C'est une caravane électrique, c'est-à-dire que cette caravane non seulement a un léger moteur électrique elle-même, qui permet d'alléger la consommation de la voiture. Alors je ne sais pas ce qui consomme le plus entre une caravane qui a un moteur électrique ou une voiture qui tire une caravane qui n'a pas de moteur électrique, vous voyez le calcul. Mais le vrai intérêt de cette très jolie caravane avec son petit design à l'ancienne, c'est qu'une fois que vous l'avez garée et stationnée, vous allez voir, j'avance un petit peu, vous pouvez la télécommander et évidemment éviter d'avoir le fameux créneau de la mort avec votre véhicule qui vous fait faire des mouvements pas possibles. Puisqu'ici, vous pouvez la détacher et la commander à basse vitesse avec votre smartphone et elle va se garer toute seule. C'est le rêve. Je fais des bisous évidemment à mon collègue Aurélien Piot qui, comme moi, veut vivre la vie de nomade, mais du futur. Ce sera important. Voilà, ce n'est qu'un concept, mais ça donne très envie. On termine avec les transports, avec ce coup-ci un débat et on reste dans les véhicules toujours autonomes. On va passer au tracteur. Je vous aurais fait la totale sur les transports autonomes aujourd'hui. Ici, nous avons un nouveau tracteur qui est présenté par John Deere. John Deere, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un des géants de l'agriculture, notamment aux États-Unis, qui a révolutionné l'agriculture moderne avec ses engins et qui propose des tracteurs très haut de gamme, puisque les plus chers coûtent jusqu'à 800 000 $. Et ici, on aurait un nouveau modèle de tracteur qui serait du coup autonome, c'est-à-dire qu'il fonctionnerait évidemment sans intervention humaine. Pareil, comme pour les wagons de train, on est sur des champs, donc ce sont des systèmes plus simples à manipuler que d'être sur une route en vide et tout ça avec des gens. Bref, le problème, c'est que cette innovation technologique dont se félicite le géant américain rentre dans un contexte très serré pour lui, puisque le géant américain est lui-même sous le coup de plusieurs actions en justice d'agriculteurs américains. Je vous rappelle, c'est le fameux Right to Repair. Et John Deere bloque, comme certains fabricants de smartphones ou d'ordinateurs, bloque avec des DRM ou avec des outillages complexes la réparation, l'intervention et l'amélioration de ces véhicules. Il faut passer par eux et il se crée une sorte de monopole de la réparation. Vous aurez peut-être vu un cas similaire chez les smartphones, voilà. Et ça a pris une telle ampleur aux États-Unis que même Joe Biden a lancé le fameux Right to Repair aux États-Unis. Et Joe Biden a pris la parole notamment hier sur ces deux points, les tracteurs et les smartphones, et sur le fait qu'il faut rendre aux consommateurs le pouvoir et la propriété sur leurs objets, puisqu'aujourd'hui, de manière hardware, de manière software, ils sont de plus en plus dépendants des constructeurs qui créent des barrières là-dessus. Et pour revenir à John Deere et à son fameux véhicule autonome, alors ça c'est un des prototypes qu'il y avait là-dessus, l'autre peur qu'on a, c'est que évidemment il va y avoir de la vente de données personnelles, puisque ce véhicule autonome va traquer un peu tout ce que les agriculteurs font, à quelle heure, quel type de grains ils utilisent, à quelle fréquence, etc. etc. Et comme le disent certaines associations contre John Deere dans ses class action, il pourrait devenir le Facebook de l'agriculture, c'est-à-dire vendre des données, abuser des choses, vendre des fonctionnalités premium, augmenter certains prix, certains tarifs dans certaines régions, etc. avec tous les datas. Et je vous le rappelle, encore une fois, les datas, ça a beaucoup de valeur. On essaiera de voir ce qu'il en sera, mais c'est un triomphe technologique et c'est en même temps peut-être une catastrophe pour les consommateurs et les consommatrices. Voilà pour les transports. On termine avec du gaming et du cinéma. Et quand je parle de gaming, je parle plutôt de hacking, avec une faille qui a été découverte dans certains jeux Dark Souls sur PC. Attention, puisque des failles ont été découvertes et qui permettent à plusieurs jeux, pas tous, dans les remasters PC, d'être infectés. Alors pas par des joueurs qui viennent infecter votre monde pour essayer de vous tuer, ça c'est Dark Souls, mais par des gens qui peuvent trouver une faille via certains bugs du jeu pour prendre le contrôle de votre PC avec du remote code. Donc attention, en attendant, comme vous le voyez, Namco Bandai a fermé pour l'instant les serveurs PVP de ces jeux touchés par cette faille, le temps de corriger cela. En attendant, si vous êtes fan de Dark Souls, ne lancez pas le jeu sur PC pendant quelques jours. Attendez un petit peu, ce sera plus simple. On termine avec Tom Cruise. Tom Cruise, est-ce qu'un jour il jouera dans Dark Souls ? Je sais pas. Si on lui dit que c'est impossible, il le fera. Mais Tom Cruise, je vous rappelle que depuis des années, il essaye de tourner dans l'espace et ça va peut-être se faire. Puisque il y a quelques jours, on apprend qu'il y a eu un accord qui a été signé pour monter un studio de tournage de certaines scènes d'un futur film de Tom Cruise dans l'espace. Alors évidemment, tout le monde hurle à prochaine Mission Impossible, vu que Tom Cruise est obligé de toujours faire des cascades pires dans Mission Impossible. Est-ce qu'il aura un intérêt à être accroché avec des cordes en apesanteur ? Je ne sais pas. Mais l'accord est signé, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, dû encore une fois au Covid et à plein de petits soucis, les prochains, pas le prochain, mais les prochains Mission Impossible pourraient être repoussés d'encore un an.
T'inquiète pas Tom Cruise, toi aussi bientôt tu iras dans l'espace comme nos chers milliardaires américains. Tout se passera bien. C'est la fin de cette condensée. J'espère que vous êtes contents qu'on ait parlé de tracteurs, mais aussi de dauphins et de Tom Cruise. On se retrouve dès demain pour un futur épisode et évidemment 11h30 pour du live. Ciao.